Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. David et moi allons présenter en effet un petit exercice de... Quel était le mot? De départ d'image. On va essayer de faire décoller en images quelques idées, en tout cas. Et on voulait commencer par quelques mots introductifs, non pas directement sur la question qui nous occupe, vous allez voir qu'elle est confuse, comme toutes les intuitions. Il y a quelque chose qui s'impose et en même temps qui est, à certains égards, très confus, très mêlé, très imprécis. Donc on va vous présenter, avant de vous dire de quoi il s'agit, quelques principes de méthode sur la manière dont on peut préciser une intuition ou un faisceau d'intuition. Bon, on est parti du principe que, je vous en donne quand même le thème, pour parler de l'espace ouvert, c'est le thème de notre intervention et on précisera justement ce qu'il faut entendre par là. Le mieux est de partir d'une double intuition, quelque chose comme une pince, non pas une pince conceptuelle qui fixerait trop rapidement les choses, mais une sorte de double faisceau d'intuition divergentes et en même temps qui ne cessent de se recouper, d'interférer les unes sur les autres. Bon, il se trouve que chacun d'entre nous là va un peu incarner un rôle ou tenir la position, disons, tenir un vecteur ou une orientation dans ce trajet qu'on vous propose. Et en même temps, vous allez voir qu'au fur et à mesure que la séance se déroule, nos intuitions vont se rejoindre et puis peut-être à un moment donné cristalliser, se consolider. Donc le principe, c'est d'emblée d'avoir deux termes selon le principe de la pince, illustré dans une performance mémorable de David Zerbib au Flux Machine, je crois, à New York. Factory, oui. Le principe du homard, c'est donc toujours partir de deux intuitions, ou de deux faisceaux d'intuition. Autant les nommer tout de suite. Je serai le partisan du flow, d'une certaine idée du flottement, pour penser l'espace ouvert. Et David sera la voie de la fugue ou de la traversée, d'une certaine idée peut-être plus vectorisée, de l'échappée, de la traversée. Bon, la fugue, avec aussi la résonance musicale que ça peut avoir. Vous allez comprendre qu'on en fera un usage direct. Bon. Pour penser donc une question dont je vais dire quelques mots maintenant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un dernier précepte méthodologique, celui-là je le dois à Bergson, un des penseurs de l'intuition, celui qui a voulu introduire l'intuition comme méthode de précision en philosophie, mais toujours sur l'idée qu'une intuition est en elle-même imprécise, et que pour la préciser, il faut monter des drôles de machines qui impliquent beaucoup d'images et un peu de concepts. Beaucoup d'images, puisque, et là il parle de la durée, son problème c'était pas l'espace ouvert, quoique, bon, c'était d'abord une nouvelle idée du temps et du devenir. Il disait, donc c'est un extrait de la pensée et le mouvement, ceci: nulle image au singulier, ne remplacera l'intuition de la durée, mais beaucoup d'images diverses, empruntées à des ordres de choses très différents, pourront, par la convergence de leur action, diriger la conscience sur le point précis où il y a une certaine intuition à saisir. Donc on ne part pas de l'intuition, on essaye de trouver le lieu ou le point de visée où cette intuition va pouvoir se dégager. Mais pour ça, il faut emprunter des images à des registres très différents. Et il poursuit, si j'arrive à déchiffrer, aussi disparates que possible, donc ces images, on empêchera l'une quelconque d'entre elles d'usurper la place de l'intuition qu'elle est chargée d'appeler. Donc elles se neutralisent en quelque sorte réciproquement, elles interfèrent les unes sur les autres, chacune atténuant ce que les autres peuvent avoir d'excessif ou d'imprécis, justement. Bon. Donc elles s'empêchent les unes les autres. Et il conclut en disant: en faisant qu'elles exigent les images toutes de notre esprit, malgré leurs différences d'aspect, la même espèce d'attention, et en quelque sorte le même degré de tension, on accoutumera peu à peu la conscience à une disposition toute particulière et bien déterminée, celle précisément qu'elle devra adopter pour s'apparaître à elle-même sans voile. Donc au fond, dans la petite heure de temps qui nous reste, on va essayer de vous acheminer vers un point de visée où une intuition va pouvoir être saisie ou dégagée. C'est ça peut-être le départ d'idées, le départ d'images, je ne sais pas. Mais pour ce faire, on va multiplier des points de visée dans un premier temps, on va tracer des cercles et puis viser par différents biais un lieu, et pour ça, on va multiplier, peut-être même vous accabler d'images. Voilà. Et pour ce faire, j'utilise un logiciel qui s'appelle Prezi et qui a ce côté un peu vertigineux. J'espère ne pas vous donner trop la nausée.
Et donc je prolonge ces remarques de préambule par une sorte de mise en place un peu plus théorique, là pour le coup. Vous allez voir qu'on va aller très vite à des registres d'images variés. Je voudrais situer le problème de l'espace ouvert, David le fera sous un autre point de vue, à partir, disons, d'une question, d'un débat théorique auquel sont attachés les noms de Deleuze et Guattari, notamment pour leur théorie. Est-ce une théorie? Je ne sais pas. Leur proposition, la suggestion qu'ils ont faite, notamment dans un livre célèbre qui s'appelle Mille plateaux, d'une sorte de polarité qu'on pourrait essayer de construire entre deux modalités de l'espace, de l'expérience de l'espace, et qui sont aussi deux manières de se représenter le travail de la pensée et de la création en général. L'espace strié et l'espace lisse. Bon, espace lisse, ça fait partie de ces mots... ces mots qu'on se refile comme ça dans le discours critique, qui viennent colmater un peu le discours sur l'art quand on ne sait pas très bien quoi dire. Bon, l'espace lisse, c'est l'espace où quelque chose va pouvoir advenir de l'ordre de la création, de l'invention, du renouvellement des formes. Bon, c'est mieux que l'espace trié. Bon, il y a une sorte de valorisation implicite. Mais comment ça marche? Bon, alors Deleuze et Guattari s'en sont expliqués. Je ne veux pas ici réexpliquer ce qu'ils disent. Je veux juste aller très vite à l'intuition ou au faisceau d'intuition, justement, qu'ils ont essayé de construire à partir de modèles. C'est une méthode explicitement mise en œuvre dans l'avant-dernier chapitre de Mille plateaux, une série de modèles de l'espace lisse, pour essayer de penser, au fond, les conditions spatiales, mais c'est l'espace en un sens très large, c'est finalement l'espace physique, l'espace de circulation des corps, mais aussi des affects, mais aussi des idées, et on pourrait dire que c'est aussi l'espace de la pensée et de la création en général. À quelles conditions un espace peut être lisse ou lissé, puisque c'est toujours un processus. Il y a du strié qu'on lisse et il y a du lisse qui se restrie. L'idée étant d'arriver à créer un plan de consistance où quelque chose comme une forme, des formes inventives peuvent apparaître et trouver une forme de solidité, d'évidence. Donc je vous disais, c'est dans le chapitre 14 qui s'appelle le lisse et le strié. Il y a une série d'approches qui sont tentées. Il y a une approche ou un modèle ludique qui est proposé très tôt dans le livre, dès avant le chapitre, avant même qu'il soit question explicitement d'espace lisse. C'est le modèle, là aussi, sur le mode de la pince ou de la dualité, le modèle ludique, donc, qui oppose un certain type de jeux impériaux, royaux, striés, comme les échecs, où toutes les pièces sont codées, où les mouvements obéissent à un principe de subjectivation. Chaque pièce a en quelque sorte sa personnalité, sa manière pré-réglée de se mouvoir dans un espace qui est lui-même cadré, etc. On oppose ça massivement à des jeux du type Go, qui sont des jeux où, disons, les situations stratégiques se pensent en pur rapport de position. Toutes les pièces sont équivalentes a priori. Elles n'acquièrent de valeur que dans leurs relations et dans leur connexion locale. Bon, c'est un jeu où c'est selon un principe de voisinage, en quelque sorte, que des stratégies générales peuvent être élaborées. Par différence avec les échecs, où les stratégies locales sont toujours subordonnées à une sorte de vision globale du jeu, ou à une maîtrise globale des règles. Les règles du Go sont en fait très simples, mais c'est dans l'élaboration du jeu, dans son développement, que se créent des rapports de voisinage, de situation, qui sont des purs rapports de connexion locale, en quelque sorte. Bon, de là, je ne vais pas plus loin, on peut se déplacer à un modèle technologique qui introduit. C'est celui, dans l'ordre du tissage, justement, ou des tissus. Bon, il y a une place très, très importante qui est donnée au feutre, qui justement n'est pas tissé selon le principe habituel du fil de trame, fil de chaîne, qui alternent leurs opérations, mais qui est obtenu par un processus de foulage, où des mailles, des fibres comme ça s'entremêlent et s'enchevêtrent de proche en proche, créent une sorte de tissu, un espace ouvert, virtuellement ouvert, même si on peut le découper pour habiller un piano, comme Joseph Beuys, mais qui se distingue foncièrement dans son mode d'opération du tissage, si vous voulez. Le patchwork est une autre modalité de l'espace lisse, de ce modèle technologique de l'espace lisse. Pourquoi? Parce qu'il opère selon le principe d'un raccord bord à bord de pièces hétérogènes, de pièces de tissu hétérogènes empruntées ici et là. Un autre modèle de l'espace lisse. Je passe sur cette citation, c'est la fameuse citation, il est question de deux manières de voyager, quoi. Le voyage à la Goethe et le voyage à la Kleist, le voyage français et le voyage anglais ou américain. Deleuze et Guattari rappellent qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voyager dans un espace lisse. On peut voyager comme Henri Miller à Clichy ou à Brooklyn et créer, faire dégorger à la ville la plus striée qui soit, New York, une sorte d'espace lisse, nomade, très étrange. On peut aussi voyager comme Fitzgerald dans sa chambre avec une bouteille de rhum. Voilà. Donc je poursuis le modèle géographique
c'est évidemment le modèle de l'espace maritime, avec cette idée qu'on peut convertir un espace terrestre type désert ou type prairie. On reviendra à la question de la prairie. La bataille de chars la plus fameuse, la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Kursk. On peut convertir un espace terrestre en espace naval et l'occuper, ou plutôt y circuler, comme si on était sur la mer. Deleuze et Guattari s'inspirent notamment de textes très intéressants de Virilio sur la question. Et avec tous les prolongements du côté, justement, de la pensée de l'urbanisme, de ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce que c'est que la construction d'un plan urbain, etc. Il y a enfin un modèle mathématique, je dis enfin, c'est l'avant-dernier modèle que je veux aborder. Il y a un modèle mathématique dont il sera peut-être question indirectement dans l'exposé de David Rabouin tout à l'heure, que Deleuze et Guattari empruntent. Alors, il braconne dans différents champs des mathématiques, il s'intéresse beaucoup au fractal. Ici, vous avez des illustrations dans 1000 plateaux tirées du livre de Benoît Mandelbrot sur les objets fractaux. L'idée fractale, l'idée qu'on peut engendrer comme ça, par l'itération d'opérations locales, une sorte d'espace très étrange, inanticipable à la lettre, qui est infiniment coudé, infiniment texturé, donc des surfaces qui sont quasiment des volumes ou des lignes qui sont quasiment des surfaces, qui ont une dimension intermédiaire entre 2 et 3, 3 et 4. Bon, ça les intéresse beaucoup. Il y a de façon plus générale un usage assez explicite, en fait, qui est fait de la théorie des multiplicités de Riemann, de Bernard Riemann, le grand mathématicien allemand, qui a contribué à, disons, révolutionner notre idée même de ce que c'est qu'une géométrie, et qui a partie liée évidemment à l'affaire de la transformation de la théorie géométrique, l'invention des géométries non euclidiennes, etc. Bon, l'idée d'une surface à courbure variable, c'est-à-dire dont la métrique ne serait pas donnée une fois pour toutes globalement, de façon homogène, mais en quelque sorte se réinventerait de proche en proche à mesure qu'on explore une surface. Je laisserai David en parler tout à l'heure. Voilà. Et puis il y a évidemment un modèle esthétique, la ligne septentrionale infiniment coudée, la ligne gothique que Deleuze et Guattari empruntent à l'historien de l'art allemand Worringer, l'idée de l'espace haptique, illustrée, alors j'aurais pu prendre beaucoup d'exemples, là chez Manet, l'écrasement des plans sur une sorte d'espace d'épaisseur, je ne dis pas profondeur, mais d'épaisseur du tableau, de la toile elle-même. L'idée d'un espace qui s'offrirait davantage peut-être à la main qu'à l'œil. Tout ça est présent aussi. Mais il faut se rappeler que l'origine de tout ça, donc là j'en viens au point que je veux exposer au fond, l'origine de tout ça c'est un modèle musical. Alors l'idée de l'espace lisse est explicitement une expression que Boulez introduit, qui est reprise par Deleuze et Guattari, et qui... ça, c'est un diagramme ou une partition musicale d'Aldo Clementi. Ça n'a a priori rien à voir, mais ça suggère quelque chose comme un espace musical qui serait entièrement constitué de glissements, comme ça. L'espace lisse, c'est l'idée d'un espace musical, donc, et d'abord d'un temps musical qui serait non pulsé, c'est-à-dire qui ne serait pas soumis d'emblée, comme ça a été quand même le cas dans toute la tradition occidentale, en tout cas, à l'idée d'une mesure ou d'un mètre qui impose une découpe préalable de l'espace sonore et donc de l'espace-temps sonore, une découpe préalable à laquelle s'adosseraient les constructions, la mise en scène, la dramatisation musicale, théorie de l'harmonie, etc. Travailler sur un temps en quelque sorte lisse, un temps flottant, dit Boulez, c'est la possibilité d'ouvrir quelque chose comme... un temps qui serait plus une ligne, ou qui ne serait pas immédiatement pensé comme un enchaînement linéaire de positions, ou de moments, ou de saillances, ou de phases. Quelque chose comme un temps non linéaire. Un temps qui communique donc en un certain sens avec l'espace, qui serait polydirectionnel comme l'espace lui-même, qui aurait presque autant de dimensions que l'espace. Bon, ça c'est cette idée du temps flottant que je voulais rappeler. Et en traversant tous ces modèles, je veux juste faire cette réflexion avant de passer la parole à David. Vous soumettre cette réflexion. Si on parle d'espace ouvert, et donc l'espace lisse, vous avez compris, c'est un modèle possible, ou il y a une série de modèles possibles pour penser l'espace ouvert comme lisse, pour penser l'ouvert comme lisse. Si j'en extrais une idée générale, ce serait l'idée d'un espace dont la forme globale n'est pas donnée à l'avance, en quelque sorte, n'est pas connue a priori, n'est peut-être même pas pressenti, et qui s'engendrerait à travers la manière qu'on a de connecter les lieux,
à travers la manière dont on a de circuler d'un point à l'autre et de circuler en quelque sorte en rejouant à neuf, à chaque pas en quelque sorte, les opérations et même le principe de connexion. Comme si à chaque moment on remettait en jeu la boussole, les principes métriques, le maître lui-même, si on pense au temps musical, comme si tout ça se construisait en quelque sorte de proche en proche. C'est une des expressions favorites de Deleuze et Guattari. Il n'arrête pas de répéter qu'il faut opérer de proche en proche et pas par intuition globale. Bon. Et en effet, on pourrait dire au fond, s'il fallait donner une définition au plus court, un espace lisse, c'est un espace qui est obtenu par connexion bord à bord ou de proche en proche entre des moments, des parties qui sont hétérogènes, qui ne sont pas ressaisis d'emblée dans un principe d'homogénéité, dans un régime de connexion homogène. Bon, disons ça de façon abstraite. La chose qui nous gêne, David et moi, d'une certaine façon, c'est que l'impact, la prégnance, l'influence très forte de cette pensée, de cette manière de présenter les choses dans l'ordre du discours critique, mais aussi dans la manière dont certains artistes se réapproprient cette conception pour penser leur pratique, nous semble occulter, nous semble avoir une limite, c'est celle qu'elle occulte en fait d'autres enjeux, d'autres questions qui ont justement trait à la perception de l'espace ouvert comme un espace global, c'est-à-dire un espace dont malgré tout on se demande comment il tient en quelque sorte d'une pièce, comment justement il est peut-être toujours déjà polarisé par un champ de force, des tensions qui préexistent au mouvement ou aux opérations locales qu'on peut inventer en lui. L'idée qu'au fond, un espace ouvert, c'est un espace qui nous accueille, qui donc nous précède, et dans lequel on insère nos gestes. Ce n'est pas un espace qu'on peut intégralement construire. Je dirais qu'il y avait une utopie, radicale à l'arrière-plan de la pensée de Deleuze-Guattari, qui était de penser à l'horizon de nos pratiques et de nos pensées quelque chose comme un espace qui serait intégralement constructible. En quelque sorte, ex nihilo, c'est-à-dire depuis une situation locale, on pourrait déployer comme ça, de proche en proche, un espace qui consisterait par l'ensemble des raccords locaux qu'on opère comme ça, en tissant des relations vivantes avec le monde. Eh bien, malheureusement, j'allais dire, c'est pas exactement comme ça que ça se passe en pratique. Et je pense qu'il suffit pas pour penser ce qui reste à penser, de faire appel à cette idée d'espace trié, parce qu'en réalité, c'est plus compliqué. Il y a une idée de l'espace qui est indéterminée, peut-être aussi ouverte qu'était l'espace lisse, et qui, malgré tout, demande à être pensée elle-même dans sa globalité, comme quelque chose qu'on explore, en quelque sorte, et pas simplement quelque chose qu'on construit par ses gestes. Alors David va enchaîner là-dessus, et tout ça, rassurez-vous, va s'éclairer, se préciser, se densifier, jusqu'à saturation. C'est ça notre espoir. Et peut-être tenir en 1 heure. Mais alors là, disons que ça va être, après cette introduction, et les quelques mots que je vais dire, un défi, en fait. Le défi de l'espace ouvert commence là. Voilà. C'est-à-dire tenir le temps. Le temps flottant, oui. On pourrait préciser simplement les polarités problématiques en fait, de l'espace ouvert, parce que au fond, c'est ça l'idée, c'est de partir d'un certain préjugé concernant la mise à disposition, l'ouverture et la manière de s'offrir qu'à une certaine conception de l'espace, de voir qu'en réalité c'est polarisé, c'est contradictoire, c'est dialectique, c'est un champ de force qui appelle donc des mesures, des prises de mesures, des déterminations de coordonnées et des calculs de direction, la détermination de vecteurs qui ne vont pas de soi. On pourrait dire simplement, pour préciser les polarités qui nous servent ici de point d'entrée, cette polarité un peu trop binaire entre l'espace lisse et l'espace strié, et pour vous donner encore d'autres images, et de manière à situer encore plus les choses. L'espace lisse, donc directionnel et pas dimensionnel, peuplé d'événements ou de situations intensives, d'intensivité, non mesurables et anorganiques. Et ils disent dans 1000 plateaux, nos deux auteurs, Guattari et Deleuze, c'est un espace d'affect où des matériaux signalent des forces ou leur servent de symptômes.
Et alors, il a été question de Manet, mais il y a aussi Bacon qui sert de référence plastique à ce type d'espace, l'espace lisse. Alors, au contraire, l'espace trié, dimensionnel, métrique, extensif, mesurable, organique, met en œuvre des formes et des sujets qui composent des ordres et des hiérarchies, fermé, cloisonné, sédentaire, tout un champ sémantique comme ça de la clôture qui vient s'opposer radicalement à la figure nomade qui émane de l'espace lisse. Et puis en matière de musique, puisqu'il a été question de musique aussi, encore une fois pour polariser encore les choses, la musique, il y a d'un côté donc la musique qui consiste à représenter des formes et communiquer un sens, et une musique qui consiste à présenter des forces pour emporter l'auditeur dans un devenir. Donc cette polarité aussi qui marquerait le problème entre forme et force, c'est aussi un des points de départ que nous voudrions, disons, démonter pour essayer de voir dans quelle mesure cet espace, l'espace ouvert est marqué par un jeu de forme autant que de force. Alors pourquoi l'espace ouvert d'abord ? Pourquoi l'espace ouvert ? On pourrait, sur un plan, disons, plus historique, en termes d'histoire des idées, en termes peut-être d'histoire politique, de géopolitique aussi, poser le cadre du problème en pointant le fait que, au fond, l'espace ouvert est une détermination de notre imaginaire de l'espace et notre savoir concernant l'espace, aussi bien dans le champ artistique que dans le champ scientifique et philosophique, qui a marqué fondamentalement le XXe siècle, que l'on songe alors, sous deux modes, en fait, essentiellement. Le mode du relativisme et le mode de l'expansion. D'un côté relativisme, de l'autre expansion. Mais ces deux traits fondamentaux de l'imaginaire moderne de l'espace et du savoir moderne de l'espace convergent dans la production de cette forme d'espace ouvert, de cette idée d'un espace ouvert et qui s'ouvre, d'un univers en expansion, des frontières qui s'abaissent, d'une globalisation qui se produit au fil de l'évolution de l'histoire du capitalisme et des forces productives, relativisme du côté évidemment des théories de la relativité, et toutes les découvertes scientifiques qui conduisent à mettre en question l'espace newtonien comme un espace qui serait pour le coup beaucoup plus strié que l'espace ouvert qui nous sert ici de point d'entrée dans les questions. Voilà, donc on peut poser aussi la scène du problème de cette manière-là aussi, c'est-à-dire à partir d'une certaine situation dans la création et la pensée, qui trouve aussi des occurrences du côté de l'art, hein, si l'on songe qu'une des grandes aventures de la modernité artistique est la conquête de l'espace, d'une certaine manière. Conquête de l'espace, et alors on peut moduler la nature de cet espace conquis, c'est l'espace concret, le spazio concreto de Fontana, c'est l'espace de la sensibilité picturale immatérielle d'Yves Klein. Enfin, il y a une série comme ça de sorties des cadres qui confèrent aussi au champ de la création cette qualité comme ça d'un espace ouvert. Bon. Mais alors évidemment, l'espace ouvert, c'est un problème. Ça pose deux problèmes essentiellement. Un problème, et du coup nos interventions traitent d'une certaine manière plus spécifiquement dans cette pince donc qu'on a voulu produire de ces deux problèmes respectivement. Il y a un problème topologique de coordonnées, c'est-à-dire comment se situer et comment représenter, cartographier cet espace ouvert à partir du moment où précisément les frontières s'abaissent, la stabilité des repères et des grilles se dissout. Comment penser les coordonnées, nos coordonnées dans cet espace et nous représenter, cartographier cet espace et penser notre position. Parce qu'évidemment, un espace clos, c'est tellement plus confortable d'une certaine manière, pour être un peu trivial, puisque toutes les coordonnées se mesurent à l'horizon d'une clôture, évidemment. Et c'est un problème esthétique aussi assez majeur quand on pense à, disons, l'art qui sort des cadres de l'art, etc. On essaiera, en fait, au fil de cette intervention, de toujours rappeler aussi, du fait du contexte de l'école d'art, évidemment, l'enjeu esthétique et artistique de nos questions théoriques. Donc, problème de coordonnées et problème d'orientation, évidemment. Problème d'orientation, et là, on pose la question plus du mouvement, de la dynamique, de la traversée possible,
qui est aussi problématique dans le cadre de l'espace ouvert, qui n'est pas un espace de tous les mouvements possibles, contrairement aux apparences. Voilà. En ce qui me concerne, je vais essayer, maintenant de repasser la parole à Élie, essayer de qualifier un certain type d'expérience de l'espace ouvert, une certaine problématique de l'espace ouvert, que je qualifierai à un moment d'espace pratérique, j'expliquerai en quoi ça consiste. Je montrerai donc que l'espace ouvert est menacé par trois types de clôtures, trois types d'enfermement, trois types de négativité qui travaillent, ou deux types de négativité, et potentiellement un point de sortie que j'appellerais la fugue. Le premier enfermement, la première menace, c'est l'enfermement dans l'irrésolution d'un mouvement impossible, qui serait une interprétation finalement critique du flottement, dans un premier temps. Ensuite, l'autre menace, c'est la traversée, mais une traversée linéaire, une traversée sous l'angle d'une droite qui relierait des points et qui, en réalité, permettrait le mouvement, mais en niant l'espace ouvert, c'est-à-dire en reconstruisant sur fond d'espace ouvert les hiérarchies de l'espace strié. Et là, on pourrait voir comment se dialectise, au fond, espace lisse et espace strié, dans cette recomposition d'une hiérarchie, d'une direction autoritaire, par exemple, sur fond, en fait, d'ouverture de l'espace. Et puis, il y aura la solution de la fugue, qu'on verra un peu plus tard. Je passe la parole à Élie, à nouveau. Merci, David. Et moi, je dirais les choses autrement. Et de mon point de vue, au fond, David va vous expliquer comment on peut fendre l'espace et l'ouvrir ou le rouvrir, en accompagnant en quelque sorte ce mouvement d'expansion qui en effet un des axes importants. Ça peut prendre la forme de la frontière au sens américain, la conquête de l'Ouest, mais aussi la conquête de l'espace. J'en dirai un mot dans un instant. Et de mon côté, je m'intéresserai davantage à ce qui se passe en amont. En effet, le flottement comme condition subjective qui prépare en quelque sorte le terrain pour ces opérations. Penser le flottement est justement en rapport avec cette première détermination de l'espace lisse que je rappelais tout à l'heure, à savoir l'idée d'un temps flottant. C'est le modèle musical, c'est l'origine boulésienne du concept d'espace lisse. Temps flottant. On y est. Ça, c'est une conférence de Deleuze à l'IRCAM. Je crois bon juste de vous donner cette citation parce qu'elle met le doigt vraiment sur le cœur du sujet. La question, ce serait de savoir en quoi consiste ce temps non pulsé, ce temps flottant, à peu près ce que Proust appelait un peu de temps à l'état pur. Le premier cas, le plus évident de ce temps, c'est qu'il est une durée, au sens bergsonien, c'est-à-dire un temps libéré de la mesure régulière ou irrégulière. Un temps non pulsé nous met donc en présence d'une multiplicité de durées, hétérochrones, qualitatives, non coïncidentes, non communicantes. On ne marche pas en mesure, pas plus qu'on nage ou vole en mesure. Pas plus qu'on ne flotte en mesure. Surtout pas quand on flotte. Je passe là-dessus. Et je vous emmène, non pas dans l'exemple musical, on peut passer ça, on aurait pu illustrer tout ça par un exemple canonique de musique minimaliste emprunté à Steve Reich, mais pour ça, on n'a pas le temps, on peut le faire à la maison. Je vous emmène dans l'espace, donc évoquer en 2 mots, surtout en images en fait, en quelques images, ce film Gravity, que vous avez probablement croisé au moins par ouï dire, qui met en scène, littéralement, ce qu'on n'avait jamais vraiment vu comme ça avant, ça c'est vrai, il faut quand même reconnaître ça à ce film, à savoir une certaine expérience du flottement. On l'avait vu dans 2001, par exemple. On a vu des gens livrés à l'espace. Mais cet espace était d'une nature très particulière. 2001, la scène célèbre du crime fomenté par HAL, la machine ordinateur, le cerveau ordinateur HAL dans l'espace, qui consiste à éjecter, à propulser un des 2 cosmonautes, un des 2 protagonistes dans le vide sidéral. Cette scène absolument terrifiante se passait dans une sorte de champ contre champ et dans une sorte de scission entre le son et l'image constant comme ça, et organisait en fait quelque chose comme la perception, même pas du flottement en réalité, mais d'une sorte de suspension dans le vide. C'est une expérience de l'impesanteur ou de l'apesanteur radicale. Alors il y a toujours des effets de microgravité liés au fait que s'il y a 2 corps, ils s'attirent. S'il y a un gros vaisseau à proximité d'un corps humain, il subit forcément des attractions. Mais enfin, on est très proche d'une sorte de suspension dans le vide. Dans Gravity, ce qu'on vous met en scène, c'est quelque chose qui se passe
très près de la Terre, c'est à 600 km. 600 km, c'est même pas la distance de New York à Miami, c'est très très proche. Qu'est-ce que je dis, de Paris à Lyon. 600 km, c'est la porte à côté. Bon, c'est des niveaux orbitaux. On est en orbite autour de la Terre. Et tout l'intérêt du film, c'est de mettre en scène, non pas une expérience d'apesanteur, mais de ce qu'on appelle justement la microgravité, c'est-à-dire une situation où les effets se compensent de telle façon que le corps humain se promène dans l'espace, bon, exactement comme un satellite, c'est-à-dire en orbite, accompagnant le mouvement de la Terre, donc gravitant autour de la Terre, et en même temps en chute libre, constamment en chute libre, comme la Lune qui ne cesse de tomber sur la Terre, mais qui sont toujours derrière la Terre, puisqu'elle est emportée par son propre mouvement, par l'inertie de son mouvement rectiligne dans l'espace. La composition de ces deux mouvements fait qu'on a l'impression qu'elle accompagne circulairement ou ellipsoïdement le mouvement de la Terre. En fait, elle ne cesse de chuter et en même temps d'être emportée en avant dans l'espace par son propre mouvement. De la même façon, les corps humains ne cessent de chuter derrière la Terre. Alors ça produit des effets étranges, et là on touche déjà à une idée du temps flottant. Ce n'est pas seulement des corps qui sont livrés à la microgravité, et donc qui en quelque sorte font l'épreuve à chaque instant de ce que ça signifie que se déplacer sans bouger. C'est une expression très étrange que j'ai trouvée d'un cosmonaute qui rapportait cette expérience d'une sensation de déplacement sans mouvement corporel. On se déplace sans bouger. Sans être emporté par un véhicule non plus. C'est une pure expérience de la mobilité, mais qui n'a pas de corrélat synesthésique dans le corps. Cette expérience du flottement, elle trouve son équivalent dans l'expérience temporelle très étrange qui est mise en scène aussi par le film, c'est-à-dire que, comme vous savez peut-être, quand vous êtes en orbite, là-haut, à 600 km de la Terre, vous faites le tour de la Terre en 1h30. Donc dans le film, on le fait 3 fois. Ça triche un peu. Le temps réel du film, c'est un peu moins de 2 heures. On voit 3 levées de soleil. Bon. Donc il y a ce temps, en quelque sorte, orbital, on pourrait dire. Ce n'est pas encore le temps sidéral, c'est déjà plus le temps terrestre. Même si on est sans cesse connecté par Houston, par le temps universel, ils ont des montres, au temps terrestre. Dès que les communications sont coupées, c'est assez rapidement dans le film, on flotte en apesanteur dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire on ne cesse d'émettre des signaux sans retour à Houston pour rendre compte. On ne cesse de se resynchroniser. À la fin, ça marche un peu. On capte un Chinois qui répète Mayday, Mayday en boucle. Bon. Mais on voit aussi défiler devant soi, de façon vertigineuse, les fuseaux horaires, les continents. Bon. Et donc, il y a vraiment quelque chose comme un mélange très, très surprenant de temps maîtrisé, de temps métrique, le temps universel, strié en fuseaux horaires, et de quelque chose comme l'appréhension d'un véritable flottement temporel, avec toute la part de désorientation existentielle que ça peut impliquer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un possible lâcher-prise, en tout cas pour l'héroïne, pour la protagoniste principale, qui se demande si vraiment ça vaut le coup d'essayer de rentrer, quoi. Bon, ça m'intéresse pas du tout, c'est la problématique un peu pathétique du film, mais formellement, ce que met en scène ce film, c'est bien une expérience de flottement, je dirais, dans toutes les dimensions. Et évidemment, ça doit nous intéresser parce que cette expérience de l'espace ouvert, vous voyez que ce n'est pas strictement une expérience de la déstratification, une expérience de l'abolition des limites ou des frontières, c'est bien quelque chose plutôt qui se joue dans on pourrait dire le déphasage ou le glissement de certaines trames spatiales et temporelles les unes sur les autres. Et c'est pas pour rien quand même que le clou, en quelque sorte, le clou visuel du spectacle, c'est systématiquement des mouvements de caméra à 360 degrés qui mettent de façon très vive en scène cette idée qu'évoquait David à l'instant du relativisme, au sens de la relativité des perspectives. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien si la tête est en haut ou en bas, si c'est nous qui bougeons ou si c'est l'environnement qui bouge autour de nous. Quand la perspective se renverse, on voit de belles scènes de terre, de jours de terre, de clairs de terre, où le ciel, l'azur, est occupé par l'arche terrestre renversée, qui devient soudain convexe. Je ne sais pas comment il faut dire, on est un peu perdu. Et d'abord, c'est des scènes très étranges parce qu'on retrouve une sorte de représentation très, très classique, antique, de la sphère des fixes, quoi. Et puis, avec un jeu de champ contre champ, on a la nuit d'encre sidérale, comme ça, mouchetée d'étoiles. Et de l'autre côté, la clarté aveuglante de la Terre qui réfléchit la lumière du Soleil. Mais ce qui m'intéresse davantage que ces beaux effets visuels, c'est en effet, pour le spectateur, cette sensation de pouvoir occuper deux perspectives en même temps,
quelque chose comme ça, de pouvoir, dans le renversement constant des perspectives, être quelque part, non pas entre le ciel et la terre, c'est pas ça le problème, en suspension, dans un intermonde, mais littéralement entre deux perspectives, c'est-à-dire à la fois la tête renversée et la tête en haut, bon, quelque chose de cet ordre. Je reviendrai sur cette idée d'occuper deux perspectives. Je crois qu'au fond, c'est la définition la plus opératoire qu'on peut donner du flottement. Flotter, c'est occuper deux perspectives à la fois, dans l'espace et peut-être aussi dans le temps, j'y reviendrai. Ce qui m'amène... Non pas, oui, ça j'aurais peut-être pu l'évoquer plus tôt, mais David Bowie, sa célèbre chanson Space Oddity, évoque de façon très, très juste, je crois, enfin très juste si j'en juge par les propos rapportés par ceux qui en ont fait l'expérience, ce que ça fait de flotter comme ça autour de la Terre et de voir la planète bleue comme ça et de rien avoir à faire, au fond. De rien pouvoir faire. De rien pouvoir faire. Et je terminerai cette petite séquence antigravitationnelle par une citation étrange d'Emmanuel Levinas, qu'on a connu pour d'autres raisons. Mais enfin, il y a un petit texte qui est sorti au début des années 60, contemporain des affaires de Spoutnik et plus spécialement de Gagarine, de l'exploit de Gagarine, le premier homme qui a véritablement voyagé dans l'espace. De Gagarine et contre Heidegger, contre une certaine mystification ou mystique du lieu, de l'ancrage, pour ne pas dire de l'enracinement, mais disons du sol, hein, au sens heideggerien de la chose. Levinas, admirant l'exploit de Gagarine, nous parle de l'homme dans l'espace et fait l'apologie du sans-lieu, du non-lieu, ou de l'espace absolu. Je cite: « Ce qui est admirable dans l'exploit de Gagarine, ce n'est certes pas son magnifique numéro de Luna Park qui impressionne les foules, ce n'est pas la performance sportive accomplie en allant plus loin que les autres, en battant tous les records de hauteur et de vitesse. Ce qui compte davantage, c'est l'ouverture probable sur de nouvelles connaissances et de nouvelles possibilités techniques. C'est le courage et les vertus personnelles de Gagarine. C'est la science qui a rendu possible l'exploit et tout ce que, à son tour, cela suppose d'esprit d'abnégation et de sacrifice. Mais ce qui compte peut-être par-dessus tout, c'est d'avoir quitté le lieu. Pour 1 heure, un homme a existé en dehors de tout horizon. Tout était ciel autour de lui, ou plus exactement, tout était espace géométrique. Un homme existait dans l'absolu de l'espace homogène. » Alors, c'est une expérience radicale que Levinas, qui n'a pas voyagé dans l'espace, disons, porte à l'extrême, essaye de comprendre dans ses dernières conséquences, mais il va évidemment peut-être un peu trop loin en nous installant comme ça, en nous suspendant dans l'espace géométrique ou l'espace absolu. Ce qu'il aurait peut-être dû penser, c'est justement la possibilité d'être suspendu entre des espaces ou entre deux perspectives sur l'espace, ou de les occuper toutes les deux à la fois, puisque je crois que c'est ça que Gravity met en scène de façon apparemment adéquate, si on en juge par le témoignage des experts. Sur cette première ligne, cette première percée intuitive, je vous laisse, c'est-à-dire que je n'irai pas plus loin, je n'ai pas de conclusion précise à en tirer, mais je bifurque et je passe le relais à David qui va nous amener dans un tout autre espace, je crois. Oui, un autre espace qui en fait, répond tout de même à l'événement de l'espace ouvert attesté par la formule de Levinas. Ouais. C'est vraiment symptomatique de ce choc de l'espace ouvert, encore une fois dans certaines conditions historiques de conquête de l'espace, donc dans les conditions technologiques, mais qui implique du coup aussi des enjeux philosophiques de conception de l'espace et de notre situation dans l'espace. La possibilité de vivre en dehors de tout lieu dans l'espace absolu. Alors, c'est le film pas encore, pas tout à fait. Simplement pour introduire justement cet autre temps de notre intervention, je vais d'une certaine manière retomber sur Terre. On va rester dans la question de l'espace ouvert, mais disons se laisser porter par une certaine gravité et retoucher le sol et atterrir un peu dans la poussière d'un certain espace américain, une plaine américaine, dans un film de Victor Sjöström de 1928, un film assez célèbre qui est connu pour être l'un des chefs-d'œuvre du cinéma muet, un film de 1928 qui s'appelle Le Vent, The Wind, sorti donc en 1928. Donc pour simplement quelques éléments de situation, ce film Le Vent raconte l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve à devoir quitter
des contrées assez confortables, favorables à l'épanouissement de la vie, et qui se retrouve dans l'Ouest américain, dans une plaine aride, vaste, balayée en permanence par des vents violents, et sous l'effet d'une certaine contrainte familiale, elle est obligée d'épouser un cow-boy, auquel elle ne cesse de se refuser. Bon, donc c'est une espèce de mariage raté, une union impossible. Elle résiste. Elle ne fait que résister. Elle ne fait que résister. Oui, alors c'est pas ça, évidemment. Donc elle résiste. Elle résiste à tout, en fait. Elle résiste à tout. Elle tente de résister au vent. Elle est en combat avec le vent, qui lui rend la vie impossible. Elle combat contre ce cow-boy, et elle combat également contre un prétendant qu'elle avait rencontré dans le train quand elle est arrivée dans cette zone peu hospitalière de cette plaine américaine, un prétendant qui, profitant de l'absence du cow-boy, tente d'abuser d'elle, et elle finit par le tuer. Bon, elle finit par le tuer, et elle cherche à l'enterrer. Mais le problème, c'est que sur cette terre aride, balayée par le vent, le cadavre ne fait que réapparaître en permanence. Alors peut-être qu'on peut montrer les... Ah non, mais bien sûr que non, on ne peut pas faire... il n'y a pas d'écran flottant ici, donc on ne va pas pouvoir montrer en même temps les deux images. Voilà. Voilà, donc, et tout le problème du film, c'est de savoir si cette femme va sombrer dans la folie, du fait de la situation de flottement existentiel. Et on sait que sur un plan existentiel, le flottement peut être synonyme d'indétermination entre des perspectives différentes, des choix différents, des directions de vie différentes. Et ça peut être vraiment cette expérience, ce qu'on trouve chez Kierkegaard aussi, du ou bien, c'est une alternative, mais qui est source d'angoisse profonde. Donc on peut évidemment au cinéma esthétiser ces flottements, mais on voit aussi que même dans Gravity, c'est quand même un ressort dramatique. Mais on ne peut que noter la tension existentielle de ce genre de polarité. Donc tout l'enjeu de ce film, c'est situer un espace ouvert, et Deleuze, dans un cours sur l'image-action et sur le cinéma, parle de ce film comme exemplaire d'une situation où finalement l'enjeu, c'est cet espace, c'est la plaine américaine, et c'est le vent. Voilà. Le personnage principal, d'une certaine manière, de ce film, c'est le vent et son rapport à cette femme. Donc tout l'enjeu du film, c'est savoir comment Letty, c'est son prénom, va pouvoir s'orienter, se déterminer dans l'espace ouvert de la plaine en question. Mais on voit bien que dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que cette plaine, on voit souvent de grandes perspectives dans ce film qui s'étalent, cette plaine est un champ de force, mais un champ de force très violent, très contradictoire et très menaçant. Là, le cheval blanc représente la force du vent sauvage, hein, et d'une certaine manière, Letty va devoir dompter cette force et rendre possible une existence dans cet espace ouvert balayé par les vents et donc par des forces contradictoires, qui ne sont pas seulement les forces naturelles, mais aussi les forces de l'environnement, mais aussi des forces affectives et psychologiques. Donc elle est menacée par la folie, et le film se termine un petit peu... On voit bien que là, il y a une espèce de négociation entre une issue morale. Donc elle a tué quelqu'un, est-ce qu'elle peut s'en sortir? Donc l'histoire raconte qu'il y a eu plusieurs issues possibles à ce film, où elle finissait par errer dans le désert. Peut-être qu'on peut voir les images à la fois du cadavre et de Letty en train de perdre la raison. C'est le cadavre que le vent découvre en permanence, et Letty qui découvre cette scène terrible et qui la met au bord de la folie. Donc il y a deux fins possibles: où elle sombre dans la folie, la mort en errant. Donc là on a une figure nomade, mais une figure nomade qui n'a rien de cette figure créative, génératrice de devenir qu'on voit chez Deleuze et Guattari, mais au contraire là l'errance, elle est mortifère et elle est menaçante profondément pour le personnage. Donc ça c'était une fin possible, mais bon, ça finit un peu mieux. Mais en même temps, il faut négocier l'enjeu moral quand même de l'assassinat. Donc, d'une certaine manière, le corps disparaît. Alors, était-ce un cauchemar? On ne sait pas si c'était peut-être un cauchemar. Le corps a disparu au moment où le cow-boy arrive, revient de son expédition. Et à ce moment-là, l'union avec lui devient possible. Donc, c'est comme si
finalement, elle avait réussi, au fond, pas tellement à se débarrasser d'un cadavre, mais se confronter véritablement aux forces qui l'assaillaient. Et c'est comme si elle était en mesure maintenant de vivre une histoire, de vivre une relation. Ça, c'est pas l'enjeu dramatique qui nous intéresse le plus. L'enjeu pour nous, c'est la question de l'orientation. La question de l'orientation dans des polarités contradictoires et des champs de force contradictoires qui déterminent l'ouverture d'un espace et où il s'agit de se déterminer en affrontant en fait ces forces. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on est dans cette possibilité d'une traversée. Alors, elle ne traverse pas comme une nomade. Si elle avait traversé sous l'angle de l'espace ouvert nomade, elle serait morte, évidemment, dans cette affaire. C'était la voie de la folie et de l'errance. Mais elle reste, d'une certaine manière, en place, sur place. Mais elle rend possible un devenir en restant sur place et en se donnant les moyens d'affronter les forces qui l'environnent. Voilà. Donc, ce film est l'occasion d'une réflexion sur ce que j'ai appelé l'espace pratérique. Alors, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. Ça part de l'idée de la prairie, voilà, à laquelle j'ai un peu réfléchi. Et la prairie, au fond, c'est pas un objet esthétique qui a beaucoup occupé les théoriciens, les philosophes et la critique. Bon, la prairie. Kant en parle, et Kant en parle plutôt pour dire bon, bah, c'est joli la prairie, mais quand même ce qui nous intéresse, c'est quand même la forêt ombragée. La forêt ombragée, alors là, vraiment, c'est quelque chose qui nous saisit, c'est quelque chose qui est un lieu de manifestation de force, c'est le lieu du sublime par excellence, mais la prairie, c'est ensoleillé, c'est ouvert, c'est offert, et c'est, disons, un espace naturel, plan qui se propose au devenir prêt, et c'est-à-dire ça devient un prêt facilement, la prairie devient facilement un prêt dans un certain imaginaire. Mais en réalité, la prairie, c'est plus complexe. Voilà. Cet espace ouvert et offert, quand même il n'est pas ce lieu sombre, peuplé de chênes centenaires, il est menaçant, il est parcouru de force. Il est un lieu potentiellement mortifère, un lieu d'errance mortifère possible. Et sur un autre plan de représentation et d'image, on peut se reporter aux photographies qui ont été réalisées par un photographe qui s'appelle Alexander Gardner en 1867, qui a parcouru les plaines du Midwest au service d'une compagnie de chemin de fer pour cartographier, identifier les lieux qui seront en fait le décor de la traversée de telle ligne de chemin de fer. C'est là où se construira la ligne de chemin de fer qui nous conduira évidemment toujours plus vers l'Ouest. On est vraiment dans cette conquête de l'Ouest, cette conquête mécanique de l'Ouest. Ce qui est intéressant dans les images d'Alexander Gardner, c'est qu'on voit il y a un motif tout à fait intéressant de représentation de la prairie, c'est l'idée que, au fond, les images se présentent au premier plan comme une espèce de déploiement d'un espace ouvert. Et toujours, alors c'est peut-être pas la plus explicite, mais quand même, on a l'horizon du chemin de fer. Alors ça, c'est autre chose, on y viendra. On a ce déploiement de l'espace, et à l'horizon, une sorte de perspective construite, bâtie, un chantier à l'horizon. C'est comme si, au fond, la prairie, cet espace ouvert, n'était représentable et pensable qu'à l'horizon d'une clôture, au fond, qu'à l'horizon d'une clôture, qu'à l'horizon d'une édification, qu'à l'horizon d'une implantation technique et d'une aventure de la technique, au fond. C'est en soi des représentations qui dialectisent déjà l'idée de l'espace ouvert, puisqu'on a toujours ce déploiement de l'espace, et puis à l'horizon, une clôture, qui n'est pas la clôture du pré, si vous voulez, mais qui est une clôture au sens où il y a un horizon, il y a un but technique, une instrumentation de cet espace. Il est traversé, mais il n'est pas traversé pour être vécu comme espace ouvert, il est traversé pour être, d'une certaine manière, nié par la vitesse technique de la traversée. Donc c'est une série de représentations qui dialectisent cette idée de l'espace ouvert, de la prairie. Et cela nous mène à toute une esthétique de la prairie aux États-Unis. Et Gardner a été qualifié, par exemple, de véritable artiste par un célèbre poète, Walt Whitman, poète américain, qui publie en 1855 Feuilles d'herbe, un recueil qui est vraiment un hymne à la prairie américaine, comme étant le sol d'où pourra naître
le peuple américain, se fonder la société américaine, la démocratie américaine. Il y a un hymne véritablement chanté à ce qu'on pourrait appeler, en suivant une suggestion d'un critique américain, le Prairie Dies, une espèce de mélange entre Prairie States, les États prairies, ce sont certains États du Midwest, et le Paradise, une espèce de Prairie Dies whitmanien, c'est-à-dire vraiment la prairie comme nouveau paradis. Et je ne pourrais pas le faire ici, mais on pourrait citer un certain nombre de poèmes de Whitman et repérer comment la prairie, cet espace ouvert, s'offre à l'édification de la société américaine. Et on remarque aussi chez Whitman comment, et là encore, ce sont des éléments qui dialectisent au fond cet espace ouvert, on remarque que la prairie s'associe, en fait, enfin, la prairie devient le sol de construction d'une société, d'édification d'un peuple, sous l'angle notamment d'une représentation aussi photographique. C'est un enjeu de représentation qui permet aussi la maîtrise de cet espace ouvert, sous l'angle de la représentation. Et pour pointer encore quelques significations en termes d'histoire de l'art, dans A Prairie Sunset, donc, un des poèmes de Feuilles d'herbe, Walt Whitman parle de l'émergence d'un nouveau genre d'art de la prairie. Et sa manière de qualifier l'art de la prairie n'est pas étrangère, cette manière de faire de ce qu'on appellera plus tard le color field painting, en fait. Et les photos de Gardner ne sont pas non plus étrangères à cette esthétique de l'ouverture de l'espace. Mais encore une fois, cet espace ouvert, il est structuré par des contradictions et par des champs de force qui contredisent l'idée d'un espèce de mouvement libre et d'un espace offert en tant qu'ouvert. Il y a une question que pose Walt Whitman. C'est peut-être la question clé si on cherche à réfléchir à ce que serait le motif de la prairie comme concept d'espace pratérique, c'est-à-dire à la fois l'espace ouvert, mais en même temps travaillé par des contradictions qui le menacent toujours de clôture, et qui oblige à penser finalement ce qui fait problème pour s'orienter dans cet espace ouvert. La question de Walt Whitman, c'est cette citation que j'extrais sur les rives de l'Ontario bleu, un des poèmes célèbres de Walt Whitman, Can your performance face the open fields and the seaside? Ça a été traduit de manière un peu abrupte. Sera-ce une action applicable tout aussi bien à l'étendue des champs qu'au rivage de la mer? Donc, je proposerais de dire, pour évidemment laisser résonner l'idée de la performance, votre performance peut-elle faire face aux plaines infinies et aux rivages océaniques? Ça, c'est le défi de l'espace ouvert. Je pense que le défi pratérique, quand on inscrit l'idée de l'espace ouvert dans une topographie concrète et historique, qui est la prairie américaine, la formule du défi de l'espace ouvert, c'est celle-là, selon moi. Can your performance face the open fields and the seaside? En d'autres termes, pouvez-vous vous mesurer à ces espaces ouverts? C'est la question que Whitman pose c'est la question que pose à David Bowie. David Bowie répond à Whitman quand il dit « There is anything I can do ». Il est aussi dans ce défi. Alors, ce n'est pas l'espace pratérique d'une certaine manière, mais il est dans le défi de l'espace ouvert. Et dans la chanson que tu nous as montrée tout à l'heure, le texte de la chanson que tu nous as montré, « There is nothing I can do », je flotte. Flotter, c'est d'une certaine manière constater qu'on ne peut rien faire. On est juste polarisé dans cette espèce de... Alors, est-ce une paralysie? C'est étrange parce que tu parles du cas de ce déplacement sans mouvement. Donc, d'une certaine manière, c'est un déplacement, mais immobile, évidemment, immobile et paralysé. Donc, pouvez-vous vous mesurer à ces espaces ouverts? Pourrez-vous accomplir l'acte ou le geste qui répondent aux défis que représentent ces horizons profonds? En d'autres termes, toi qui t'avances ici, de quelle action, de quel mouvement pratérique es-tu capable? Et voilà ce qui nous amènerait donc à définir l'espace pratérique comme un espace ouvert, donc cet espace de la prairie. On n'est pas obligé de reprendre ce concept, mais ça nous aide quand même à déterminer des différences. Avec espace pratérique, on peut prendre un cas précis, un topos précis pour dire attention, cette articulation entre espace lisse et espace trié, peut-être que ça ne marche pas si on prend ce cas-là. Voilà. L'espace pratérique vient un peu problématiser les choses. Donc espace ouvert. Donc je reprends des termes de définition des catégories deleuziennes. Espace ouvert, directionnel, non mesurable, peuplé d'événements, nomades,
mais il vient servir de scène à la recomposition des hiérarchies de l'espace trié. Il fabrique la représentation même de l'ouvert et du nomade pour, au final, réaffirmer des hiérarchies, notamment à travers un discours de transcendance théologico-politique, de conquête, qui nie, par exemple, tout à l'heure on a vu une image d'Alexander Gardner qui est intéressante, où Alexander Gardner photographie la plaine, l'horizon, la construction de la ligne de chemin de fer, mais il est arrêté aussi par certains événements dans la prairie. Il découvre des signes et des inscriptions qu'il documente un peu comme ça, comme des vestiges, au fond. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait des traces d'une civilisation qui vivait il n'y a pas si longtemps dans ces espaces ouverts. Donc cet espace ouvert, là encore, autre signe de sa contradiction interne, autre signe de cette dialectique. Cet espace ne souffre qu'à la condition de nier, au fond, peut-être l'espace nomade qui se déployait dans cet espace, à savoir celui évidemment de la culture indienne. Et je passe la parole sans plus de transition à Élie. On a dit l'essentiel, c'est qu'on a mis en place des régimes d'intuition qui ne sont pas si contradictoires que ça, mais qui ont toutes pour intention de complexifier, de dialectiser, si c'est le terme, en effet, une certaine idée un peu festive, quoi, un peu trop commode de l'espace lisse. Si on résume les choses, l'espace pratérique, l'espace de la prairie, vient en remplacement. C'est un régime d'intuition qui vient compléter ou remplacer l'idée de l'errance nomade dans la steppe, qui était quand même le modèle privilégié de l'espace lisse. La prairie, c'est pas la steppe. Et on pourrait dire, c'est pas non plus, si on reprend la citation de Whitman, the seaside, les bords de mer, c'est pas la haute mer. C'est pas l'espace maritime. Donc on est assez loin des modèles privilégiés par l'espace lisse. Bon, quant au flottement, qui présente en fait, qui présente des affinités avec l'affaire de la prairie, et en même temps qui semble nous placer en quelque sorte en amont du processus, et peut-être pas loin d'un état de paralysie vaguement angoissant. J'ai l'impression que la bizarrerie de notre opération, ce serait de retrouver en fait beaucoup de caractéristiques de l'espace lisse à un niveau qui n'est pas celui de la construction ou de la circulation dans l'espace, mais justement au niveau où on essaye de faire le point ou de penser un effet de situation dans la contradiction de plusieurs perspectives qu'on occupe simultanément, de plusieurs plans d'espace entre lesquels on est pris ou suspendu entre plusieurs plans d'espace. Comme si, en fait, l'affaire de l'espace lisse, et c'est peut-être au fond comme ça qu'il fallait lire ces textes célèbres, problématiser les conditions, les philosophes diraient transcendantales, d'une opération que toi tu mets en œuvre concrètement avec ton affaire de prairie. C'est-à-dire que les espaces lisses, on n'a jamais affaire à eux, en réalité. Au mieux, on a affaire à une sorte de condition subjective, qui est peut-être aussi un travail, un exercice spirituel, une sorte de travail de préparation mentale, qui consiste à se mettre en état de flottement, au sens du temps flottant, qui est le modèle réel de l'espace lisse, pour rendre possible, et c'est là que nos perspectives malgré tout se rejoignent, parce que moi je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie du Major Tom flottant à jamais dans l'espace, délié de tous les liens. Ça, ce serait en effet mortifère. Mais je pense que ce qu'il faut penser, c'est cet état de flottement, cette construction d'un espace et d'un temps flottant comme condition pour rendre possible une opération de traversée, d'échappée, de fugue, etc. Dans les 5 minutes qui restent, car c'est bien ça notre mesure temporelle. Il y a 2 figures qu'on veut évoquer pour prolonger les choses, mais d'une certaine façon qui font que surenchérir. On a tracé, je crois, 2 voies. On a montré jusqu'à quel point elles pouvaient se recouper, s'articuler. Elles s'articulent, j'allais dire bêtement, pas sur le mode du fondement, mais sur le mode d'une sorte de conditionnement réciproque, quoi. Il faut flotter un peu pour faire l'expérience de la prairie, mais il faut déjà avoir en vue quelque chose comme la prairie pour que le flottement ne s'éternise pas dans une situation paralysante. Pour prolonger donc ce qu'on vient de dire, je veux suggérer que vous vous intéressiez, même si je ne peux pas en faire la démonstration complète ici, à un épisode
qui a été rapporté souvent par Glenn Gould dans ses écrits, dans ses entretiens, etc. Bon, si ça vous intéresse, j'ai écrit un article là-dessus il y a quelques temps. C'est la fugue et l'aspirateur. Bon. Et je vous en donne simplement le principe parce que c'est une belle expérience concrète. C'est déjà un dispositif artistique. Bon, il s'agit d'un musicien, d'un pianiste célèbre, mais qui justement montre de quelle façon, alors sur un plan presque mental, hein, il ne s'agit pas de circuler dans l'espace ni de se rapporter. Bon, l'espace, là, c'est le living room à Toronto dans les années 40 d'une famille bourgeoise, quoi. Glenn Gould a 11 ou 12 ans, il est très jeune. Il s'exerce donc enfant à une fugue de Mozart, la fugue 3K 394, si je me souviens bien. Tandis que la femme de ménage, avec qui il est en bisbille, une sorte de rivalité entre eux, enfin bon, allume sans égard pour lui l'aspirateur. Il faut imaginer un aspirateur vrombissant type années 40, comme on en fabriquait à Toronto, et l'empêche en quelque sorte de s'exercer à la fugue. Et en fait, ce que décrit Gould dans ce moment-là, c'est une sorte de machine musicale très étrange qui naît de la rencontre inattendue d'un aspirateur et d'un piano et qui passe justement par une expérience tout à fait spéciale, tout à fait précise du flottement perceptif. Très concrètement, le vrombissement de l'aspirateur fait disparaître, neutralise des pans entiers de sa perception sensorielle, auditive. Il n'entend plus les basses, quasiment plus les basses. Les aigus sont baignés dans une sorte de halo vibratoire, dit-il. Et ça opère une dissociation entre le plan tactile et le plan auditif. Parce que les notes basses, la main gauche, il n'entend plus ce qu'elle joue, mais il sent très bien les notes. Il sent les doigts appuyés sur les touches. Et cette dissociation sensorielle, qui montre bien qu'ici le bruit blanc, l'aspirateur agit comme un prisme, qui diffracte comme ça les choses, l'installe dans cet état de suspens entre deux plans d'écoute, un plan tactile et un plan proprement sonore, et lui fait, il traduit ça comme ça, lui fait entrevoir ce qu'est la structure réelle de la fugue. Et il a ce mot intéressant, il dit à ce moment-là, Mozart d'abord n'avait jamais si bien sonné, et la fugue décolle. Et bon, et elle se met à fonctionner comme elle doit fonctionner, c'est-à-dire précisément c'est le principe de la fugue et du contrepoint en général. C'est une polyphonie qui fonctionne sur le principe de deux voix indépendantes, simultanées, parallèles mais indépendantes, qui se croisent de loin en loin, mais sur des plans en quelque sorte autonomes. Et que fait l'artiste, le musicien, quand il performe une fugue, quand il pratique le contrepoint, c'est de s'installer mentalement dans un espace qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est peut-être ça qu'on entend quand Glenn Gould chantonne une voix qui n'est jamais écrite dans la partition, mais qui se faufile entre ces plans. Bon, c'est Glenn Gould, justement, l'artiste doit occuper ces deux perspectives, en principe incompossibles, parce qu'on ne peut pas chanter deux choses à la fois. Bon, mais d'une certaine façon, c'est ce qu'on ne cesse de faire dans une fugue. Et c'est comme ça qu'on fait décoller à un moment donné quelque chose. Bon, ça c'est un agencement, alors, pour le coup vraiment machinique, qui, je dirais, donne un peu de consistance et aussi nous offre un aperçu sur le versant constructif, le versant créatif du flottement, qui n'est pas simplement une sorte de vague à l'âme, mais en effet quelque chose de l'ordre d'une stratégie active qui peut être mise en œuvre dans différentes circonstances. Glenn Gould, pour sa part, n'a pas cessé de rejouer cette expérience initiatique de tas de manières. On sait qu'il s'exerçait au piano en mettant la télé et la radio à fond, qu'il ne cessait de multiplier les sources qui pouvaient s'interposer dans son jeu, lui faire obstacle, et en même temps l'obliger à cet exercice d'attention dissociée et donc de flottement perceptif, qui est la condition de toute création. Bon. Ça, c'est un point qu'on peut évoquer. Et je crois que David, aussi rapidement que moi, va évoquer quelque chose peut-être de beaucoup plus connu encore. Et il faut vraiment que les amis du théâtre nous excusent de revenir à des canons, quoi, à des exemples scolaires. Mais Don Juan, de Molière, pourrait ici illustrer un principe du même genre. Assez loin de la prairie, quand même. Alors, assez loin de la prairie en termes de topographie et de géographie. Mais par contre, c'est une illustration de ce terme qui est venu dans nos échanges comme la possibilité du nom d'un contrepoint au flottement, précisément, et la possibilité d'une articulation entre ces coordonnées du flottement et la direction d'une traversée. Comment ça se composerait, voilà. Et on est arrivé à cette idée, effectivement, que le flottement serait une sorte de condition de possibilité à un devenir. Et ce qui est intéressant dans l'idée, alors le terme en question, c'est fugue. Voilà. On serait donc, la pince serait devenue flottement et fugue. Voilà. Mais
pas sur un mode oppositionnel et contradictoire, mais sur un mode plutôt dialectisé, donc qui permet d'articuler ces deux éléments, et enfin, de pouvoir se repérer et circuler dans l'espace ouvert, finalement, parce que c'est toujours ça l'enjeu. En tout cas, un certain espace ouvert. Alors là, mon espace en question, c'est pas l'espace ni intersidéral, ni celui de la prairie, c'est l'espace du désir. C'est l'espace du désir et du langage, tel que Don Juan, le personnage de Molière, le met en place, le coordonne et le traverse dans l'acte 2, scène 4 de Don Juan. Opère ici véritablement une figure de fugue. La fugue, c'est intéressant parce que c'est une écriture musicale qui est à la fois très striée, d'une certaine manière, parce que c'est répétition, c'est basé sur la répétition, l'imitation d'un motif, c'est composé de façon très complexe, avec des grilles très complexes, mais paradoxalement, c'est cette grille qui permet le devenir. Voilà. Donc on voit aussi comment dans la fugue s'articulent ces notions qui étaient au départ de nos interventions opposées. Espace du désir, espace du langage. Et mettons-nous directement en situation. Là, j'avais proposé 4 représentations de cette scène pour simplement pointer des modes d'interprétation. Vous avez en haut à gauche une espèce de représentation finalement très classique et qui sied peut-être plus à ce que je veux montrer, c'est-à-dire on sent ici une espèce de maîtrise et jouissance du langage. Quelle scène en haut à gauche. Mais quelle scène Scène 4, toujours la fameuse scène 4 de l'acte 2 que je vais vous lire à l'instant. On a la version bergmanienne, disons, un peu hystérisation érotique, qui met l'accent moins sur le langage cette fois et plus sur les corps. Ensuite, on a des versions un peu moins intéressantes peut-être, où on sent le Don Juan tiraillé. Donc ça, c'est une espèce d'interprétation moderne. Je ne pense pas que Don Juan n'était pas tiraillé. C'est une mauvaise interprétation du flottement du désir ici, à mon avis. Ensuite, on a une version qui hystérise là, le langage, mais qui n'a plus cette capacité formelle de jouir de son pouvoir. Donc, qu'en est-il de cette scène 4, acte 2 ? Il se trouve que Don Juan a promis le mariage à 2 femmes, Charlotte et Mathurine. Il a été question à un moment de créer une espèce de scène pop-up qui viendrait, puisqu'on est au théâtre, donc on avait contacté des acteurs amateurs pour ici jouer cette scène. Bon, il s'avère que ça a été plus compliqué que prévu, et de toute façon, en 1 heure, on n'aurait pas pu le faire. Mais imaginez-vous, donc, une scène pop-up au théâtre ici. J'ai terminé à l'instant. Donc, Don Juan a promis le mariage à Mathurine et à Charlotte, soit. Mais il se trouve qu'à un moment, il se retrouve confronté aux 2 femmes dans le même espace. Et là, on se retrouve vraiment dans la coordonnée du flottement entre 2 perspectives. 2 perspectives performatives, si on reprend les termes d'analyse du langage, qui qualifient ce qu'est une promesse. Voilà. Qui en soi, le performatif est déjà une espèce d'opération flottante du langage, puisque ça suspend l'idée du vrai et du faux. Voilà. Donc on attend la traversée. Que va-t-il arriver ? On fait une promesse, et le sens de l'énoncé est nécessairement flottant, puisqu'il est en attente d'une possible traversée dans cet espace polarisé du performatif. Mais là, évidemment, c'est redoublé et subtilement, et vous allez voir comment. Il se trouve que Don Juan joue sur le dire et le faire avec une extraordinaire et belle mauvaise foi, puisqu'il en fait, il argumente la valeur du faire pour mieux jouir des effets du dire. Et d'une certaine manière, dans ces conditions, voilà, la jouissance du langage, c'est dire l'amour, dire c'est faire, d'une certaine manière. Oui. Et je vous lis cette scène. Don Juan embarrassé leur dit à toutes 2 : mais que voulez-vous que je vous dise ? Vous soutenez également toutes 2 que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage ? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites ? Celle à qui j'ai promis, effectivement, n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre ? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse ? Et là, c'est très beau. Tous les discours n'avancent point les choses, il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. Aussi, n'est-ce rien que par là que je vous veux mettre d'accord, et l'on verra bien. Et l'on verra quand je me marierai, laquelle des 2 a mon cœur. À Mathurine, laissez-lui croire ce qu'elle voudra. À Charlotte, laissez-la se flatter dans son imagination. À Mathurine, je vous adore, je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand vous avez cette espèce de ressort comique. Et puis surtout, il y a cette espèce de mouvement que j'appelle fugue, pour le coup. On est dans la fugue.
après ce jeu de contrepoint, de répétition de la promesse contrapuntique, si on veut, ça décolle. Ça décolle à la manière de Gould. Ça décolle à la manière de Gould. J'ai un petit ordre à donner, je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Et Don Juan décolle d'une certaine manière. Il est dans la fugue. Il n'est pas dans la fuite. La fuite, c'est très différent de la fugue. La fuite, c'est échapper sous le poids, évidemment, de la faute. Et fuir, ce n'est pas jouir. Alors là, pour le coup, il y a le plaisir de la fugue, le plaisir d'avoir finalement tiré profit d'une situation qui devrait être une contradiction mortifère, qui devrait être la négation radicale de tout mouvement. Il était pris, il était piégé, mais il découvre cette possibilité du mouvement et de la traversée en dépit de cette polarité contradictoire et à la faveur de la force de ce qu'on pourrait appeler une espèce de pervers formativité, pour reprendre un terme que Jacques Derrida utilise, le pervers formatif. Donc, le pervers formatif après le pratérique. Et pour conclure, simplement un mot réellement, et une image, qui sont comme l'ouverture diagrammatique de notre propos. On a balayé des intuitions, des discours théoriques, un peu à la serpe, quoi, comme on avance dans les hautes herbes. Et pour terminer, donc, je dirais que s'il y avait une figure diagrammatique qui pouvait résumer les orientations qu'on a évoquées ici, ce serait bien évidemment, si j'arrive à zoomer dessus, le célèbre cube de Necker en perspective isométrique. Bon, l'isométrie ou l'axonométrie, c'est évidemment une affaire intéressante puisqu'elle problématise exactement ce que signifie de se situer dans un point de vue qui n'est lui-même pas précisément localisable, puisqu'il consiste précisément à emprunter deux perspectives en même temps sur un espace. C'est exactement ce que la représentation isométrique du cube de Necker met en scène. Alors, sur le mode d'une illusion visuelle, vous pouvez le voir tantôt en plongée, tantôt en contre-plongée, tantôt avançant, tantôt reculant. Les deux orientations sont présentées en même temps dans le même diagramme. Et évidemment, toute l'affaire du pervers formatif ou du pervers optique, ce serait en effet de parvenir, après une longue habituation, mais ça ne prend pas tellement de temps, essayez, de voir les deux faces, les deux orientations en même temps, simultanément. Et cette affaire-là, qui est aussi l'affaire du flottement, c'est déjà, je crois, une manière de tracer comme ça cette ligne entre deux plans, entre deux perspectives que tu évoquais. En tout cas, ça en donne une sorte de diagramme vivant. Ce diagramme... on a l'impression qu'il manque la dimension vectorielle tout de même. Là, on revient à la coordonnée. Il y a des orientations, donc il y a des vecteurs. Ouais. Non, ce qui te manque, c'est le mouvement. C'est le mouvement, bien sûr. Ouais. Mais le mouvement se fait dans la tête. Oui, par l'expérience visuelle, mais il faudrait pouvoir le représenter aussi en mouvement. Merci. Vous êtes des petits malins quand même. Merci.